Vous savez, parfois vous êtes en train de lire un livre et un auteur va réussir à formuler quelque chose que vous aviez toujours au fond de vous, que vous aviez pensé, mais que vous n'aviez pas décortiqué au point d'en faire une analyse. Et tout à coup, ça vous paraît très clair et vous dites, mais oui, c'est pour ça que ça me plaisait, c'est pour ça que ça me plaisait pas, etc. Et en général, quand ça arrive, ça vous marque profondément et c'est le cas de ce sous-chapitre de ce livre écrit par Guillaume Fay qui est très célèbre, L'archéofuturisme. Voilà, un certain nombre d'entre vous l'ont peut-être déjà lu, en tout cas vous en avez entendu parler. C'est un des meilleurs livres de Guillaume Fay. Je vous donnerai un lien de commande vers ce livre à l'issue de cette vidéo et puis en commentaire épinglé et en description. Je précise que je ne suis pas l'éditeur de ce livre, mais simplement je l'ai trouvé sur le net il y a 2 ans et je l'ai lu avec grand plaisir. Ce passage concerne en particulier le cinéma, la différence majeure entre le cinéma américain et le cinéma français. Vous allez voir que Guillaume Fay écrivait ici ce que beaucoup d'entre nous pensent depuis longtemps. Allez, c'est parti. L'archéofuturisme, chapitre 3. Propos idéologiquement dissidents. Il s'agit ici du sous-chapitre sur le cinéma américain et son hégémonie culturelle. Jean-Luc Godard, comme tant d'autres, dans son dernier livre, se plaint de l'hégémonie du cinéma d'outre-Atlantique. J'ai travaillé pour le cinéma américain, fabrication des versions françaises, et j'ai vu l'affaire de l'intérieur. Quelques vérités pratiques. Premièrement, le cinéma américain domine le marché mondial parce qu'il se pense comme une industrie et non pas seulement comme une création. Un film hollywoodien n'est pas seulement une œuvre, mais le clip publicitaire de toute une gamme de produits. Star Wars, Jurassic Park 1 et 2, etc. Le côté industriel d'une œuvre ne lui ôte pas forcément sa valeur artistique comme on le croit en France. Deuxièmement, le succès des superproductions hollywoodiennes s'explique par leur caractère imaginatif et épique, par leur rigorisme dramaturgique, l'ultra-professionnalisme de la production et de la distribution, une technicité parfaite, etc. Ce qui rattrape largement la fréquente indigence des scénarios ou les bombardements de clichés infantiles et sirupeux. Hollywood fait du Jules Verne filmé, et souvent avec des scénarios écrits par des Européens dégoûtés de l'absence de dynamisme de la production sur notre continent. Les Français et les Européens ont perdu le sens de l'épopée et de l'imagination. Qu'est-ce qui nous empêcherait de les retrouver ? Qui nous l'interdit ? Pourquoi aucun Européen n'a-t-il eu l'idée de traiter, à notre manière sans doute plus intelligente et tout autant dramaturgique, les thèmes de E.T., Jurassic Park, Armageddon, Deep Impact, Twister, Titanic ? Nous verrons plus loin que l'excuse financière ne tient pas. Il en est de même pour le roman, où les traductions de thrillers américains sont déferlantes. Qui nous empêche de reprendre la tradition des Jules Verne, de Paul Divois ? Où sont nos Philip K. Dick, nos Stephen King, nos Robert Ludlum, nos Michael Crichton ? Au lieu de cela, comme souvent aussi au cinéma, le roman déserte, par mépris, le créneau populaire et produit des œuvres snobs, ennuyeuses, aux préoccupations microscopiques et qui se vendent mal. C'est trahir Molière que de penser implicitement qu'une création populaire est de qualité inférieure. Bref, la domination culturelle américaine dans le cinéma et le roman, et par ricochet dans toutes les industries populaires audiovisuelles de loisirs, s'explique, en dépit de leur fréquente médiocrité, par le caractère épique et imaginatif des thèmes. Le public préfère une œuvre à forte dramaturgie, sans grandes idées ni excellence esthétique, à celle ennuyeuse, mais esthétisante et intellectuellement chargée. La solution pour les créateurs européens, s'ils veulent contrer les Américains, c'est réaliser des œuvres à forte dramaturgie populaire et pourvues de scénarios culturellement haut de gamme. Nos romanciers du XIXe siècle savaient le faire parfaitement. Troisièmement, pour expliquer cette domination, on avance l'argument financier et celui de l'énorme marché monolinguistique américain, qui pré-rentabilise les productions exportées. Sophisme. Une superproduction coûte, promotion comprise, 100 millions de dollars au maximum. Alors là, c'est Conversano qui parle. Je précise que au moment où Guillaume Fay a écrit ce livre, nous sommes en 1999, il me semble, 1998. Donc il est certain que les prix des productions de films ont augmenté depuis. Mais enfin, l'esprit de ce qu'il veut dire reste correct. Je reprends. 100 millions de dollars au maximum, soit 550 millions de francs. C'est un petit investissement industriel que les Européens seraient parfaitement capables d'engager. C'est moins cher que les hôtels de région somptueusement payés par le contribuable ou le prolongement d'une ligne de métro sur une station. Quand on pense que les amants du Pont-Neuf, navets intello et soporifiques, financés par le contribuable sous la pression de Jack Lang et qui fut un échec commercial complet, a coûté le prix d'une superproduction hollywoodienne,
parce qu'on avait reconstitué le quartier du Pont-Neuf près de Montpellier, grandeur nature. On croit rêver, mais on ne rêve pas. On ne peut pas accuser les Américains, comme le fit Belmondo, d'écraser notre cinéma. Quant à l'argument du marché monolinguistique américain, il ne tient pas la route. Les nouvelles techniques de doublage ont abaissé de plus de 100% les coûts de ce dernier. On peut tourner un film en n'importe quelle langue, sachant qu'en Europe, les versions sous-titrées ne rebutent pas le spectateur, à l'inverse des États-Unis. Un film français pourrait parfaitement se pré-rentabiliser sur le marché européen entier non francophone, à condition qu'il soit populaire. Mais on n'aime pas ce mot populaire, ça fait sale. Et pour les prescripteurs et décideurs culturels, en général de gauche, ce n'est pas synonyme de qualité. Pourquoi alors s'étonner que l'industrie culturelle américaine profite, à nos dépens, de ce préjugé stupide, de ce snobisme paralysant? Quatrième et dernier point, les Américains ont coutume de dire « Les Français ont un talent fou, mais ils ne savent pas le développer. Ils sont unprofessional. Ils pratiquent l'amateurisme professionnel. » De fait, en France, les tournages manquent de rigueur. Le copinage et le népotisme règnent partout. La progéniture des stars instituées, généralement peu douées, usurpe la place des jeunes talents. Les montages financiers sont flous, la promotion est mal ficelée, etc. Le même défaut se relève dans le roman. Résultat, le talent, s'il existe, est gâché. Et les gens talentueux ont souvent plus de mal à travailler que les médiocres aux amis bien placés ou qui font partie d'un réseau. C'est un mal français déjà dénoncé par La Fontaine dans Le syndrome des courtisans ou par Balzac, la lettre d'introduction. Anecdote, et écoutez bien ce qui va suivre. J'ai connu, en 1995, un jeune artiste français extrêmement doué qui ne trouvait pas de travail. Il émargeait au RMI et ne mangeait pas toujours à sa faim. Il ne faisait partie d'aucun réseau, d'aucune mafia. Il était breton, marié et père de 4 enfants. Bref, dans la France parisianiste, un vrai profil de raté. Quand il proposait ses services ou sollicitait des rendez-vous, il ne dépassait pas au téléphone le stade de la standardiste. Il a changé de stratégie depuis et cessé de démarcher les entreprises françaises. Aujourd'hui, il est directeur artistique des studios Steven Spielberg dans la Silicon Valley, près de San Francisco. Ce petit breton surdoué, rejeté par la France, est devenu une pièce maîtresse dans le dispositif de la production culturelle américaine. Il lui apporte la French touch, patte française. Il va prendre la nationalité américaine très bientôt. Culturellement, comme politiquement ou géopolitiquement, les Américains ne sont forts que de notre propre faiblesse, de notre propre absence, de nos rigidités, de notre manque de dynamisme et de notre défaut de volonté. Cessons de geindre. L'Amérique occupe, tout naturellement, le terrain que nous avons déserté. Fin de l'extrait, mesdames et messieurs, c'était Guillaume Faye dans l'archéofuturisme, un de ses livres majeurs. Tout est dit. Tout est dit, tout ce qu'on pense du cinéma français, tout ce qui nous inspire, malgré ses qualités objectives, même encore aujourd'hui. Il m'arrive de voir des films français et de me dire, mais il y a quelque chose, il y a du talent, il y a un artiste derrière ça. Mais de manière générale, le cinéma français est enfoncé dans une espèce de fausse intellectualisme. Pour moi, l'intellectualisme, c'est ce qui paraît intelligent, mais ce qui ne l'est pas, de la gauche bourgeoise qui tient vraiment le cinéma français. Pas seulement la gauche d'ailleurs, d'autres personnes tiennent le cinéma français. Mais c'est sur YouTube, il faut mollo. Voilà. Donc, si vous n'avez jamais lu l'archéofuturisme, c'est plein d'idées. C'est un concept très important de Guillaume Faye. Alors, je précise que c'est qu'un détail du livre, ce passage sur le cinéma. Il m'a particulièrement plu parce que j'aime le cinéma. J'aime analyser le pourquoi du comment des succès et des grandes œuvres qui sont tournées. Et c'est un sous-chapitre d'un sous-chapitre. Voilà. Mais ce n'est pas le propos entier du livre dont j'aurai peut-être l'occasion de parler à un autre moment. Voilà, c'est aux éditions de l'Ancre. Je crois maintenant que ça n'existe plus, c'est autre chose. Mais enfin, sur Amazon ou d'autres sites, vous pouvez le trouver. Je vous mettrai au moins un lien d'achat. Et bien sûr, n'oubliez pas, pour les coquins qui n'ont pas encore franchi le pas, de commander votre guerre civile raciale. Voilà, il reste encore quelques couvertures comme ça. J'en referai peut-être parce qu'on me l'a demandé. Il y a des gens qui préfèrent la nouvelle couverture, d'autres plutôt celle d'avant. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, si vous n'avez pas eu la curiosité nécessaire de lire cet ouvrage, qui est le dernier, malheureusement, de Guillaume Faye, eh bien vous pouvez le faire. Archéofuturisme, guerre civile raciale. De toute façon, Guillaume Faye, c'est que du bon. Et vous le verrez sur cette chaîne. Je vais souvent parler de ses autres livres et aussi vous présenter certains inédits que je suis très content d'avoir retrouvés. À bientôt les amis!